Bienvenue à notre série Faites le plein, nos questions d'échange sur des pratiques novatrices. Je suis Adam Berada, agent de relations publiques à la Société Santé en français, et j'aurai le plaisir d'être votre hôte pour les prochaines 90 minutes. Avant de commencer cette session, la SSF et le GRIFOPS tiennent à rappeler qu'ils reconnaissent que leurs bureaux à Ottawa sont situés sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin, présent en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Nous honorons les territoires traditionnels sur lesquels nous vivons, travaillons et nous divertissons. Nous sommes en mode réunion. Nos participants sont sur Sourdine, automatiquement. Vous pourrez donc participer pendant les présentations par écrit la boîte de conversation chat ou pendant la période d'échange qui se déroulera après les présentations, donc en levant votre main et nous activerons ainsi votre micro et votre caméra. Donc, ces sessions d'échange sont autour de pratiques tirées du répertoire de pratiques novatrices en santé et services sociaux en langue officielle en contexte minoritaire. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Monsieur Sébastien Savard du GREFOPS pour qu'il nous présente en profondeur ce répertoire. J'arrête mon partage et Sébastien, tu as la parole. Oui, merci beaucoup, Adam. Alors, bonjour à tout le monde. Ça me fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Merci à tous là, pour votre présence en si grand nombre. Je vais commencer par partager mon écran. Alors, vous voyez bien? Est-ce que vous voyez le partage? Oui, si tu peux juste le mettre en plein écran, parfait. C'est bon. C'est Merci. bon? OK, C'est bon. excellent. Merci. OK, alors voilà. Alors, dans le fond, mon mandat aujourd'hui, c'est de faire un petit peu l'historique de la création de ce répertoire, vous expliquer un peu comment le GREFOPS et la Société Santé en français en sont venus à collaborer ensemble à la création de ce répertoire. Alors, disons que d'abord, on pourrait dire que dans les 15 dernières années, les 15 années d'existence du GREFOPS, dans le cadre de nos nombreuses recherches que nous avons effectuées sur la question de l'offre active de services en français pour les francophones en situation minoritaire, nous avons pu constater, suite à des discussions avec plusieurs gestionnaires, que ces derniers rencontraient souvent des difficultés, se sentaient démunis lorsque venait le temps d'améliorer l'offre de services en français de leur organisation. Là, ils nous disaient finalement que ils étaient bien conscients là, que souvent leur offre de service était lacunaire pour les francophones en situation minoritaire et qu'il y avait un réel désir d'améliorer la situation, mais ils ne savaient pas exactement par où commencer, ils se sentaient démunis, ils avaient l'impression de ne pas avoir les outils finalement pour pouvoir procéder vers l'amélioration de ces services. Alors, c'est à partir de ce constat, suite à ces rencontres, ces témoignages de nombreux gestionnaires d'établissements de santé et de services sociaux, que le GREFOPS a pris la décision, à un certain moment donné, de réorienter un peu ses projets de recherche et finalement de se donner pour mandat, comme nouveau mandat, de créer de la recherche qui aurait pour objectif de produire des outils qui pourraient soutenir les gestionnaires en établissement gestionnaires établissements désirant d'améliorer leur offre de services en français pour les francophones de leur communauté. Alors, la création vraiment de ces répertoires est un des outils, on pourrait dire, des résultats concrets de de cette volonté de réorienter notre champ de recherche. Et nous avons donc voulu créer un répertoire de pratiques novatrices qui permettait de répondre à ce nouveau mandat. Ce répertoire, finalement, voulait compléter un outil d'auto-évaluation au départ qui permettait aux gestionnaires de faire le bilan des forces et faiblesses de leur organisation en offre de services en français. Donc, on avait créé un outil que les gestionnaires pouvaient utiliser pour faire finalement une espèce de portrait de leur organisation afin d'identifier quelles sont les forces et leurs faiblesses dans leur volonté, finalement, d'apporter des changements positifs en termes d'offres de services en français pour les francophones de leur communauté. Et nous voulions donc accompagner cet outil-là d'un répertoire de pratiques novatrices pour que les gestionnaires puissent avoir quelque part une source d'inspiration des pratiques qui avaient été utilisées, validées, qui avaient obtenu un certain succès dans d'autres communautés pour que ça puisse les inspirer dans leur propre démarche d'amélioration d'offres de services en français. Euh,
Donc, mais pour offrir un répertoire constitué de pratiques diversifiées et pertinentes, on savait tout à fait finalement que le greffoff ne pouvait pas agir seul. On avait besoin de collaboration de partenaires qui avaient finalement une expertise, mais aussi un réseau pan-canadien d'organisations, d'entités, de concertation à travers le pays, avec des organismes francophones qui avaient souvent, dans chacun dans leur milieu, mis en place des pratiques intéressantes pour améliorer l'offre de services en français. Donc, on a contacté la Société Santé en français pour leur exprimer un peu notre volonté de créer ce répertoire de pratiques-là et pour voir si eux seraient intéressés à collaborer à son développement. Et effectivement, on arrivait à notre appel, finalement, arrivé à un bon moment parce qu'eux-mêmes, la Société Santé en français, étaient dans une démarche de réflexion à cet égard. Ils avaient fait, quelques années auparavant, un appel de projet dans leur milieu et ils avaient, pour améliorer l'offre de services concrets dans leur communauté, et ils avaient pu observer à ce moment-là qu'il y avait beaucoup de créativité dans les différents territoires et que beaucoup de projets de pratiques intéressantes avaient été créés grâce à cet appel de projet-là. Et il y avait une volonté de mettre en valeur plusieurs de ces pratiques-là. Alors, c'est finalement, on a décidé de mettre en commun nos ressources pour créer une première mouture fondée à partir des pratiques les plus intéressantes que la Société Santé en français avait pu développer grâce à leur expérience récente et que nous, on avait pu identifier dans nos propres recherches, dans nos relations, nos interactions avec les ressources et les organisations qui avaient mis en place des projets, des pratiques intéressantes pour améliorer l'offre de services en français. Donc, une première mouture du répertoire est née en 2017 avec 16 pratiques novatrices documentées à l'aide d'entrevues avec les promoteurs et l'analyse de documentation. Pour l'analyse des pratiques, finalement, on s'est inspiré du cadre d'évaluation élaboré par le Conseil canadien de la santé en 2012, de même que de la définition finalement, des approches novatrices qui a été développée, qui a été proposée par l'Agence de la santé publique du Canada en 2017. Ces différents outils-là nous permettent de distinguer finalement différents types de pratiques parce que les pratiques ne sont pas évidemment pas tous au même niveau de développement. Donc, on pouvait distinguer des pratiques émergentes, des pratiques prometteuses et des pratiques de pointe. On a aussi retenu différents critères pour déterminer où se situaient les différentes pratiques au niveau de cette catégorisation-là. Et donc, les différents critères qui nous permettaient de nous positionner sur les pratiques évaluées, étudiées, c'était la qualité des données probantes qui étaient disponibles pour se prononcer, les répercussions de ces pratiques-là pour les communautés francophones du milieu, où est-ce qu'ils ont été mis en place, l'applicabilité finalement et aussi la transférabilité, à savoir est-ce que ces pratiques pourraient être facilement transposées dans d'autres communautés pour finalement favoriser leur mise en application et leur implantation. Suite à cette finalement, la première mouture en 2017, deux mises à jour ont été réalisées sous la responsabilité de notre collègue Solange Van Kemenade en 2021 et en 2025. Aujourd'hui, finalement, la dernière mouture qui vient de sortir, on y retrouve dans ce répertoire de pratiques novatrices 27 pratiques. Donc, trois vont être présentées aujourd'hui. Finalement, en conclusion, je dirais que cet outil permet de mettre en valeur la créativité et l'engagement des organismes et communautés francophones déterminés à améliorer l'accès aux services en français dans leur milieu. Il permet aussi d'appuyer et d'accompagner les organisations et établissements qui désirent contribuer à cet objectif sans posséder l'expertise pour le faire sans aide. Et finalement, ce qu'on peut dire, c'est que grâce à des outils comme ce répertoire de bonnes pratiques, aujourd'hui, les établissements et les gestionnaires n'ont plus de raison de ne pas agir pour vraiment chercher à améliorer le service en français. Alors, merci. Alors, ça conclurait finalement ma petite introduction et l'historique de la création de ce répertoire. Et je redonne la parole à Adam. Merci beaucoup, Sébastien, pour cette introduction donc très complète. Donc, si vous me permettez, je vais repartager à nouveau mon écran pour vous présenter justement les pratiques que nous allons examiner aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ce sera donc trois pratiques. Ce sera donc la tournée des établissements désignés au Manitoba. Excusez-moi, j'ai un problème d'affichage.
Et donc, l'accueil centralisé au Centre francophone du Grand Toronto en Ontario, ainsi que l'accès aux ressources communautaires donc en Ontario. Pour présenter ces trois pratiques, nous accueillons donc trois panélistes. Madame Brooke Lachewitz, du réseau Southern Health Santé du Sud, du Manitoba. Madame Malika Agzou, qui est gestionnaire de l'accueil centralisé au Centre francophone du Grand Toronto. Et Monsieur Alain Gauthier, professeur titulaire, École de kinésiologie et des sciences de la santé et doyen associé de la Faculté d'éducation et de la santé à l'Université Laurentienne. Quelques mots sur nos panélistes avant de commencer. Donc, Madame Brooke Lachewitz travaille pour Southern Health Santé Sud, donc en tant que HR Change Lead pour les projets d'expansion de la région. Auparavant, elle a travaillé en tant que responsable du recrutement et de la fidélisation au sein du département des ressources humaines. Dans ce rôle, elle était responsable de la coordination globale des activités de recrutement, de reconnaissance et de rétention dans l'ensemble de Southern Health Santé Sud, y compris le développement, la mise en œuvre et l'évaluation des stratégies de recrutement pour la région. La tournée en région a été relancée en 2025 dans le cadre de la stratégie de recrutement après avoir été interrompue pendant la pandémie de COVID-19. Madame Malika Agzou, quant à elle, a contribué à la mise en place du projet d'accueil centralisé au Centre francophone du Grand Toronto depuis décembre 2020, en assurant une gestion coordonnée des demandes de services et l'amélioration continue de la prise en charge des clients. Arrivée au Toronto en 2019, avec près de 10 ans d'expérience comme infirmière à l'hôpital, elle a su mettre à profit son sens de l'analyse et ses compétences relationnelles pour structurer un projet adapté aux besoins des utilisateurs. Grâce à son engagement et sa vision, l'accueil centralisé est devenu un outil essentiel, évoluant sans cesse pour optimiser l'expérience des usagers. Et aujourd'hui, ce projet représente bien plus qu'une simple gestion des demandes. En effet, il incarne un modèle d'excellence et d'amélioration continue de la prise en charge des clients. Et enfin, Monsieur Alain Gauthier est professeur titulaire à l'École de kinésiologie et des sciences de la santé et occupe présentement le poste de doyen associé de la Faculté d'éducation et de la santé à l'Université Laurentienne. Il a obtenu ses diplômes de doctorat et de premier cycle de l'Université Laurentienne et sa maîtrise de l'Université d'Ottawa. Les intérêts du docteur Gauthier sont principalement dans deux domaines de recherche, la recherche sur les services de santé et la recherche sur la promotion et l'éducation à la santé. Depuis 2012, il dirige le programme de recherche sur la santé des francophones au Centre de recherche en santé dans les milieux ruraux et du Nord, et il dirige également des projets visant à éclairer l'élaboration d'initiatives de promotion de la santé et d'éducation pour les populations prioritaires, notamment les enfants dans les écoles, les immigrants et les hommes. Donc, sans plus tarder, nous allons donc passer la parole à nos panélistes. Donc, je vais arrêter mon partage et je vais inviter donc Brooke à commencer cette séance. Et après les trois séances, nous pourrons donc ouvrir la séance, donc la période consacrée aux questions-réponses. Merci beaucoup. Brooke, je t'en prie. Yep, je vais juste partager mon écran ici. Tu vois? OK. Hello, bonjour tout le monde. Je suis Brooke Lasswich et je travaille pour Southern Health Santé Sud. Auparavant, je travaillais comme agent de recrutement et rétention et maintenant comme Human Resource Change Lead. Je suis ravie d'être ici et de vous présenter notre initiative de recrutement bilingue, la tournée en région. J'aimerais noter que parler le français n'est pas facile pour moi, alors si je me trompe, je m'excuse d'avance. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de préparer un beau PowerPoint pour aujourd'hui, mais je vais partager des photos pendant cette présentation. Southern Health Santé Sud est un des 5 offices régionaux de la santé au Manitoba. Nous sommes situés dans le sud du Manitoba et on servit environ 226 000 résidents. On est une région désignée bilingue et 11% de nos résidents parlent français. Cette initiative a commencé en 2014 comme un projet pilote et a lieu chaque année, mais la pandémie de COVID-19 a marqué une période d'interruption jusqu'au 2025. Au printemps de 2025, l'équipe de recrutement et rétention a eu la chance de recommencer la tournée. Le recrutement de professionnels bilingues est un facteur important dans notre région. S'assurer que nous avons des professionnels qui peuvent fournir une offre active et communiquer dans les deux langues officielles permet à nos clients et nos patients de choisir de recevoir des soins dans la langue de leur choix. L'accessibilité de ce service est la clé du succès de notre offre active. Pour répondre à ce besoin, Southern Health Santé Sud a collaboré avec les deux programmes d'infirmières scientifiques de l'Université de Saint-Boniface
et santé en français. Cette initiative vise à augmenter le nombre de professionnels de la santé dans les parties rurales de Southern Health Santé Sud. Les 4 objectifs de notre tournée sont 1. Démystifier la région rurale. 2. Attirer les futurs diplômés francophones dans ces régions. 3. Encourager les étudiants à faire des stages cliniques et travailler par la suite. Et 4. Établir les liens entre les gestionnaires d'établissements, la communauté et les futurs diplômés de ces programmes offerts en français. Nous souhaitons que cette tournée donne aux étudiants l'occasion de découvrir le paysage et de mettre en valeur la culture de nos régions rurales du sud du Manitoba. Cette initiative a permis de présenter nos établissements bilingues et les communautés que nous servons à un plus grand nombre d'étudiants, contribuant ainsi à augmenter les sensibilisations et élargir le potentiel de notre vivier de futurs candidats francophones. La population ciblée pour la tournée en région sont les étudiants du programme de la 3e année du bac en sciences infirmières et les étudiants en première année du programme du diplôme en sciences infirmières auxiliaires. Cela leur donne l'occasion de considérer les sites qu'ils ont visités comme leur stage clinique. Cette tournée nécessite des heures de planification et beaucoup de collaboration. Nous collaborons avec l'Université de Saint-Boniface. Notre tournée régionale fait partie de leur programme scolaire. La participation des étudiants est obligatoire. Southern Health Santé Sud collabore également avec Santé en français Manitoba pour cette initiative. Voici un petit résumé de comment la journée se déroule. L'équipe de recrutement et rétention ramasse les étudiants directement à l'Université de Saint-Boniface à Winnipeg. De là, nous parcourons plus de 350 km de Southern Health Santé Sud en nous arrêtant aux 4 sites désignés. Les 4 sites désignés sont Centre de santé Saint-Claude, ici, Centre de santé et foyer Notre-Dame, Saint-Pierre-Joli de Salisbury Centres médicaux et l'hôpital Saint-Anne. En revenant à l'Université de Saint-Boniface avec les étudiants à la fin de la journée vers 4 heures. Sur l'autobus, nous avons prévu des jeux pour les étudiants, des collations et nous avons partagé des informations sur les communautés que nous visitons. Le temps passé dans l'autobus permet à l'équipe de recrutement et rétention de parler de toutes nos initiatives comme observation au poste de travail, les subventions et incentives pour les étudiants et les avantages de travailler avec Southern Health Santé Sud. L'équipe de recrutement et rétention engage les gestionnaires des sites bilingues en avance. Plusieurs rencontres avec les gestionnaires permettent de planifier les visites et les informations que les étudiants souhaitent recevoir. Lorsque les étudiants arrivent sur le site, c'est aux gestionnaires de faire les tours de leur site et de partager les informations souhaitées. Cette démarche permet également aux étudiants de former des liens et des contacts avec les gestionnaires des sites. Cette année, nous avons eu la chance de travailler avec l'équipe de services en français chez Southern Health Santé Sud pour célébrer la journée internationale de la francophonie, le même jour pendant la pause de dîner. Notre dîner était préparé par un restaurant local. Il s'agit d'un taco bar et les étudiants étaient super excités à cette idée. L'équipe de service en français a planifié un micro-party cuisine pendant l'heure de dîner. Le party cuisine est un nouvel événement offert par l'équipe de service en français. Cet événement de sensibilisation à la culture francophone vise à augmenter la connaissance et la compréhension de la culture franco-manitobaine, de renforcer les liens avec la grande communauté francophone et à mettre en valeur le caractère unique de la francophonie en Manitoba. La tournée en région de 2025 a bien déroulé. Nous avons eu la participation de 24 étudiants. Après la tournée, quand j'ai parlé avec les gestionnaires, ils ont mentionné que les étudiants avaient exprimé leur souhait d'obtenir un emploi à leur site pour l'été. Nous avons également vu certaines de leurs applications venir appuyer cette affirmation. Le défi associé à cette pratique pour les étudiants est consacrer une journée d'études d'entier aux visites
pourraient entrer en conflit avec leurs études. Les coûts entraînés par le projet en raison du transport et du déplacement en outre constituent un défi supplémentaire. Cette année, le projet était financé par le Consortium national de la santé, Santé en français et Southern Health Santé Sud. Les frais de ces programmes élèvent environ 3 500 pour chaque tournée. Toutefois, ce calcul ne tient pas compte du temps investi par chaque partenaire dans l'organisation des activités. Southern Health Santé Sud depuis élargi cette initiative en organisant une nouvelle tournée en autobus. Cette deuxième tournée rassemblait des étudiants de divers collèges manitobains qui se sont portés volontaires pour y participer. Ouvert à tous les étudiants inscrits dans un programme de soins de santé, elle a attiré des candidats dans des secteurs tels que la thérapie respiratoire, la pharmacie et les soins infirmiers de l'Université du Manitoba. Le format de la visite est resté le même, mais cette fois, nous avons visité une autre partie de la région qui prévoit des projets d'expansion à venir, plutôt que de nous concentrer uniquement sur nos sites désignés. Cette initiative a permis de faire découvrir nos sites et les communautés que nous servons à un plus grand nombre d'étudiants, ce qui a contribué à les sensibiliser davantage et élargir potentiel notre bassin de futurs candidats. Cette initiative ne serait pas un succès sans la collaboration de tous les partenaires et je voudrais les remercier pour leur contribution. Merci. Merci beaucoup, bro, pour cette présentation. Et pour le challenge d'avoir fait en français, je te rassure, c'était parfaitement compréhensible. Alors Merci. maintenant, donc nous passons à Malika qui va nous faire aussi sa présentation sur la pratique donc dont elle est donc illustratrice. Pardon. Malika, tu as la parole. Bonjour, moi je m'appelle Malika Agzou, je suis gestionnaire de l'accueil centralisé au Centre francophone du Grand Toronto. Je suis ravie d'être parmi vous et de vous présenter un petit peu ce qu'on a mis en place en fait, depuis 2020 et qu'on a lancé en 2021. On en parle tout de suite, mais juste avant, je vais vous donner un petit peu de contexte, et vous présenter un petit peu ce que c'est que le centre francophone, ce qu'on y fait et comment est venu un petit peu ce projet, s'imposer à notre façon de travailler. Donc le Centre francophone du Grand Toronto, c'est un organisme à but non lucratif qui dessert la population francophone du Grand Toronto et qui offre une gamme, très diversifiée de services. Donc on a des services de santé, santé mentale, emploi et entrepreneuriat, aide juridique, de nouveaux services pour les nouveaux arrivants, services pour le développement de la famille et des enfants et des programmes pour les enfants et l'aide au logement aussi. Alors le contexte, du coup, le centre francophone avant 2021, a beaucoup évolué entre 2021 et 2025, et il s'étend en fait sur plusieurs sites dans la région du Grand Toronto. Donc, d'ouest en est, ça fait vraiment, pas mal d'endroits où on se situe. On a 11 points de service au total. On a 2 cliniques médicales, donc une au centre-ville, une plutôt au nord, de Toronto. On a une clinique juridique au centre-ville. On a 3 points pour les nouveaux arrivants, 3 services, donc, une à l'ouest, à Mississauga, une à Toronto, au centre-ville et une aussi à l'est du côté de Scarborough. Dans ces services-là, on offre aussi d'autres services pour le logement, pour l'emploi, pour l'enfance et famille. Donc il y a d'autres points de service ici et là, un peu disparates. On est aussi à l'accueil, Pearson à l'aéroport, au terminal 1 et au terminal 3. Bon, voilà un petit peu pour vous situer géographiquement, en fait, le centre, il est un petit peu étalé dans la région. Ensuite, on a grossi aussi, hein. Quand je suis arrivée en 2019, on n'était pas autant, donc là, on est presque 200 employés. Pour tous les services, du coup, ça représente environ 20, voire plus de 20, bailleurs de fonds, qui subventionnent les programmes. Du coup, pour chaque bailleur de fonds ou pour chaque service, pour chaque programme, il y a des systèmes informatiques différents, en fait, pour chaque service. Ce qui fait que, avant,
pour accueillir les clients, les enregistrer pour nos services, etc., on utilisait du papier. Donc on avait nos feuilles où on inscrivait le client, on rentrait les données sociodémographiques, etc. Je vous donne un exemple, ce qui arrivait souvent et puis ça devenait un peu difficile, surtout quand on a commencé à grossir. On avait des clients, par exemple, on a un plateau au 3e étage à Toronto, donc on est sur tout un étage où il y a quasiment tous les services. Et on avait des clients qui accédaient, par exemple, ils avaient besoin d'un médecin traitant, ils accédaient à la clinique et ils donnaient leurs informations, on les enregistrait et puis ils évoquaient le besoin, aussi d'avoir un service d'emploi et puis peut-être aussi d'avoir un service, je dis n'importe quoi, de santé mentale. Donc ils allaient vers le service d'emploi, une fois qu'ils avaient fini avec, l'administration, du service de la clinique, qui enregistrait bien sûr les données sur la base de données informatique, utilisés en Ontario, pour le système de santé et ils allaient du coup, en emploi et en fait, on leur redemandait les mêmes informations. Donc on avait toujours cette fiche-là qu'il fallait remplir pour pouvoir enregistrer les données sur le système des bailleurs de fonds de l'emploi, qui allaient peut-être demander des informations complémentaires et s'il avait besoin de tous les services du plateau, beh, on peut imaginer la frustration, la perte de temps. On avait aussi des défis pour, faire des références du coup, parce qu'on utilisait un système aussi papier, qui était un peu compliqué. J'ai pas vraiment connu, je pourrais pas vous le décrire précisément, ou alors on utilisait Outlook ou envoyer des mails et puis on partageait parfois, voilà, des informations sur les clients. Mais ça devenait compliqué du fait que, non seulement on avait plusieurs services, mais aussi on avait plusieurs sites. Donc on a aussi des clients qui se présentent à d'autres sites où on n'a pas forcément la clinique, où on n'a pas forcément de services de santé mentale partout. On n'a pas tous les services partout. Donc ça devenait compliqué et on a eu besoin du coup, d'harmoniser les pratiques et de simplifier l'accès en fait. Ça c'est venu s'imposer un petit peu, à nous. Donc pour ça, on a créé un guichet unique, virtuel qui est en fait, un formulaire en ligne, qui est l'accueil centralisé, qui, comprend toutes les informations finalement qu'on demandait sur la fiche d'inscription papier, et qui aussi on a rajouté certaines données sociodémographiques et certaines informations toujours, jamais vraiment très privées. Bon, ça reste privé, hein, les coordonnées, et les informations personnelles, mais pas de détails sur pas de détails spécifiques de la situation du client. Donc on a un guichet unique, accessible en fait, en ligne en tout temps, qui une fois que le client a rempli ses données personnelles, éventuellement ses données sociodémographiques et en fait il accède à une dernière page où, on lui présente les services. Donc il y a les 7 services du centre qui sont proposés. Quand on clique sur le service, je vous montrerai tout à l'heure, ça déploie, les programmes des services et puis il peut choisir. Donc ça permet aussi au client qui connaît pas du tout le centre francophone, admettons par exemple, un nouvel arrivant, de pouvoir lire qu'il y a plusieurs services, auxquels il peut, accéder, au centre francophone. Nous, ça nous permettait déjà de capturer, dans son ensemble, le les demandes des clients, au niveau à l'échelle du centre, en termes de services, mais aussi, géographiquement, où est-ce qu'ils habitent et cetera, d'où viennent un petit peu, les clients du centre francophone et ça nous permet surtout d'assurer une traçabilité de chaque demande, c'est-à-dire qu'il y a pas de demande qui se perd, les références, sont beaucoup plus fluides, et on est sûr de rappeler le client grâce, à, notre tableau de bord, on en parlera après, qui nous permet de faire un suivi assez précis, du traitement des demandes et ça nous a beaucoup aidé aussi pour le référencement interne et le référencement des partenaires, vers nous aussi, d'identifier nos partenaires qui nous font des références. En interne, effectivement, bon, en un clic, du coup, on peut référer, nos clients, et on peut le référer à plusieurs services en même temps. Et pour nos partenaires, sur notre formulaire, on permet aux partenaires de s'identifier pour nous référer un client également. On a une approche aussi de service pour les clients les plus vulnérables, donc on a essayé d'identifier à partir de notre formulaire des données sociodémographiques, enfin des informations pardon, qui nous permettent de pré de, heu
d'identifier potentiellement si le client aurait besoin d'une évaluation plus approfondie de ses besoins, notamment si le client est arrivé depuis moins d'un an, si il demande vraiment beaucoup de services. Là, on peut se demander s'il n'y a pas une évaluation à faire des besoins généraux pour voir si on le réfère bien partout où il a besoin. Et aussi si on pose la question si le client se sent en insécurité ou pas. S'il coche qu'il se sent en insécurité, là, la demande, elle va être acheminée vers une équipe qui fait une évaluation plus approfondie des besoins. Voilà, donc pour résumer, on a un formulaire qui est en ligne. Je pourrais partager le lien peut-être, donc qui est disponible en tout temps, qui permet donc à tout le monde, quel que soit l'endroit où il habite dans le Grand Toronto, de demander des services, même le dimanche ou quoi, et pas besoin de se déplacer. On a un tableau de bord de gestion des demandes, donc du coup, ça nous permet vraiment d'avoir le nombre de clients, d'où ils viennent, combien de demandes par service, le temps qu'on met à leur répondre en fonction de quand c'est validé sur le système ou pas. Et puis le rendement, est-ce que tous les clients sont bien pris en charge. On a pour ça, du coup, 25 agents d'accueil centralisés. Donc, ce ne sont pas des gens qu'on a recrutés, ce sont simplement des personnes désignées dans les services qui vont traiter ces demandes, qui sont formées sur la plateforme, qui ont un accès et qui vont régulièrement traiter les demandes qui rentrent pour leur service. Et on peut chiffrer, du coup, le nombre de demandes ou de clients traités au fil de l'eau quand on en a besoin. Alors, juste des petites captures du formulaire pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, les formulaires, on ne voit pas très bien, mais là, c'est écrit donc pour le client, si le client il veut s'enregistrer lui-même, si un partenaire de service, donc un partenaire extérieur, un organisme extérieur veut nous référer un client, il va plutôt cocher le deuxième onglet. Là, ça va être différent. Le partenaire, on va lui demander de s'identifier, de donner son nom, son organisme, etc., pour pouvoir éventuellement communiquer avec lui. Et puis après, les questions qu'on va lui demander sur son client vont être vraiment brèves, tandis que le premier, ça va être un peu plus détaillé. Et le troisième, un membre du personnel du CFGT, donc un collègue du centre francophone. C'est notre moyen à nous, pour ceux qui n'ont pas accès à la plateforme, parce que seuls les agents d'accueil centralisés ont accès vraiment aux données de la plateforme. Ça leur permet aussi, en quelques informations rapides, de faire une référence. S'ils ont un client qui est là, qui veulent référer, que leur collègue qui est agent, qui a accès à la plateforme, ne peut pas le faire tout de suite. Voilà, ils peuvent aussi utiliser ce lien-là. Donc, c'est un peu accessible à tous. Donc, on a toutes les informations qu'on demande, détails personnels, informations sur le client, le statut, la démographie, la question de sécurité, sachant qu'on a mis obligatoire un certain nombre d'informations, vraiment les informations essentielles, le nom, le prénom, un téléphone, un courriel, je crois que c'est à peu près tout, une adresse qui est obligatoire et bien sûr de choisir un service. Et après, on a mis un certain nombre d'informations qu'on demande, que nos collègues redemandent aussi après si c'est pas complété, notamment la date d'arrivée au Canada, etc., puis des données sociodémographiques en complément. Mais ça, c'est pas obligatoire. Le client peut skipper ces questions-là. Et à la fin, on a nos services. Et lorsqu'on clique dessus, ça déploie l'ensemble des programmes qui sont proposés par service. Voilà, on a conscience que tout le monde n'a pas accès à la technologie, surtout quand on vient d'arriver, c'est pas évident. Tout le monde n'a pas d'ordinateur, tout le monde n'a pas forcément internet ou un smartphone ou quoi. Donc on a quand même mis en place un certain nombre de choses au fur et à mesure. On n'a pas tout fait quand on a lancé en 2021, bien entendu, mais on s'est vraiment ajusté au fur et à mesure. Donc on a mis d'abord des posters avec le QR code dans toutes les réceptions. On a mis des tablettes avec le formulaire en ligne pour les personnes qui n'avaient pas forcément d'outils pour s'enregistrer directement en ligne. On a mis aussi des petites business cards pour les personnes qui veulent prendre une information mais qui n'ont pas le temps de s'enregistrer tout de suite. Et très récemment, donc ça fait un an, je crois, un peu moins d'un an, on a mis en place une ligne de soutien pour compléter le formulaire en ligne. Donc, on fait le numéro du centre francophone, le 8, et puis quelqu'un décroche puis s'il décroche pas, il rappelle, pour assister, pour remplir le formulaire, ou si les gens hésitent ou ils savent pas trop ce que ça veut dire tel ou tel service. Voilà.
Donc, par rapport à l'approche sur la vulnérabilité, juste pour vous expliquer un petit peu, je suis désolée, ça va peut-être gêner un petit peu. Donc, le client ici, juste pour récapituler un petit peu comment ça fonctionne, le client, il va s'enregistrer tout seul ou on va l'aider. Les clients peuvent toujours, bien sûr, venir dans les services en walk-in et puis parler avec la réceptionniste et s'enregistrer aussi comme ça, pas de souci. Donc, ils viennent en présentiel ou alors ils s'enregistrent sur leur outil personnel. Le formulaire est enregistré, ça arrive sur la plateforme, la base de données. Donc, si le client a un indice de vulnérabilité, en fait, la demande, elle va arriver dans le système, donc c'est automatisé, vers l'équipe d'évaluation holistique qui va faire une analyse plus approfondie des besoins. Et s'il y a que le client n'a demandé que 3 services ou il vient pas d'arriver au Canada et puis on n'a pas capturé ces informations-là, du coup, les notifications arrivent directement dans les différents services, donc santé mentale, voilà, s'il y a eu plusieurs services. Et les services, du coup, rappellent le client. Donc, si le client a demandé 7 services, il y a 7 services qui rappellent le client. Voilà, notre tableau de bord, il nous permet un certain nombre de choses. Donc, ça nous permet déjà d'avoir des données en temps réel. Ça nous permet d'analyser un petit peu le flux des demandes de services. Donc ça, c'est important pour nous. Quand il y a des tensions un petit peu, ça nous permet de réguler et puis de discuter avec les équipes. Ça nous permet de vérifier le rendement de la prise en charge, s'assurer que tous les clients, au final, ont été appelés ou contactés, de voir un peu les délais et puis de récupérer aussi des données sociodémographiques et de comprendre un peu mieux aussi qui sont nos clients. Ouais. Et enfin, standardisation des pratiques et de la prise en charge. Effectivement, ça a permis vraiment, pas mal de choses. Donc on a mis en place des procédures d'accueil avec des scripts, bien entendu. Et puis, finalement, tous les clients, quelle que soit la porte d'entrée, quel que soit le site, quel que soit, est accueilli. En tout cas, on lui adresse dès le départ les mêmes questions. On l'enregistre sur le même système, et puis, il va être référé de la même manière, à la même vitesse, quel que soit le service où il demande, où il vient demander, des programmes. Voilà, on a aussi mis en place un QR code du coup, qu'on a un petit peu sur tous nos outils, on essaie de faciliter en fait, l'accès à nos services en partageant, à nos partenaires, puis aussi aux clients on a aussi, pour, l'utilisation en ligne de notre outil, mis en place des tutos, qu'on essaie de partager, voilà, et à nos clients et à nos partenaires, pour faciliter l'accès, à notre plateforme. Voilà. Merci Melika pour cette présentation très complète de cette belle initiative. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Alain qui est déjà en train de partager son écran. Excellent. Voilà. Bonjour tout le monde. Merci pour l'accueil aujourd'hui de la Société Santé Français ainsi que le GRAFOPS. Et un merci spécial aussi à José et Solange qui ont travaillé sur les fiches informatives. Ça a été vraiment, vraiment bien fait. Donc, merci pour tout ce travail. Je me nomme Alain Gauthier. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter une pratique novatrice, mais je dois vraiment signaler que c'est un effort d'équipe. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une pratique novatrice qui a été développée au sein d'un programme de recherche. Le programme de recherche est encadré par une équipe exhaustive de personnes qui travaillent dans tout bout de la province de l'Ontario, mais qui est aussi menée par la docteure Simone Darouge, qui est chercheuse à l'Institut de recherche brûlière. Donc, je dois signaler son leadership au sein de cette équipe. Le développement de la pratique novatrice a inclus aussi plusieurs parties prenantes, notamment des partenaires, des patients partenaires, ainsi que des utilisateurs de connaissances qui ont aidé au développement de la pratique novatrice. Oups. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, essentiellement, c'est la pratique novatrice qui est l'intervention ARC, c'est l'intervention accès aux ressources communautaires. Et à la base de cette intervention est la prescription sociale. Essentiellement, le modèle de prescription sociale et l'objectif est d'optimiser l'accès équitable aux ressources communautaires et promouvoir l'intégration des secteurs des soins primaires et des soins communautaires. Donc, notamment, nous avons développé un système de navigation qui est encadré dans les soins de santé primaires et qui fait en sorte de faire comme un pont entre les soins de santé primaires et les services qui sont disponibles dans la communauté afin de minimiser les iniquités qui existent.
notamment au cœur de le modèle de prescription sociale et le modèle de déterminants sociaux de la santé. Donc, nous ciblons des gens, notamment qui sont défavorisés sur un plan éducatif ou financier, mais nous avions aussi mis une lentille sur l'offre active des services en français. Donc, au cœur de la prescription sociale ici, dans ce projet, c'est aussi d'assurer une concordance linguistique pour les gens qui se présentent dans le cabinet de médecins et qui vont ensuite accéder des ressources dans la communauté dans la langue de leur choix. Donc, tel que mentionné, la prescription sociale, c'est une approche holistique qui consiste à orienter les individus vers une série de services non cliniques. Donc, c'est important de noter l'aspect non clinique. Dans notre modèle, on ne cible pas des gens nécessairement qui ont des problématiques cliniques, mais plutôt des gens qui sont médicalement stables, mais qui pourraient bénéficier essentiellement de soutiens sociaux qui sont disponibles dans la communauté. Et le navigateur joue un rôle ici d'appui pour aider à naviguer un système qui est parfois complexe dans la communauté. Donc, le modèle de prescription sociale ARC, au cœur de celui-ci est le navigateur ou la navigatrice. La navigatrice est une personne qui est généraliste, qui n'a pas de formation nécessairement éducative précise en navigation. Je mentionne ça simplement parce qu'il y a maintenant des formations de diplôme qui existent en navigation des systèmes de santé. Notre modèle, c'est essentiellement, comme on dit en anglais, une personne lay navigator, donc une personne qui n'a pas de formation. La formation se fait par l'équipe de recherche. C'est une personne générale qui est là pour offrir un certain soutien. Le soutien de la navigation se fait sur 4 onglets, notamment un soutien instrumental, émotionnel, ainsi qu'un soutien informationnel. Donc, le navigateur ou la navigatrice peut jouer un rôle dans l'assuration d'un transport pour accéder à un service dans la communauté, comment minimiser les coûts, comment diminuer essentiellement les barrières liées à la langue, pourrait aussi offrir un service informationnel, donc identifier les ressources qui existent dans la communauté, expliquer ces ressources, vérifier si les gens sont éligibles pour accéder à les ressources. Et notamment, c'est un modèle qui est centré sur le patient. Donc, la personne offre aussi un soutien émotionnel, que ce soit de l'empathie, que ce soit de l'encouragement, de l'engagement, et aussi a un but de favoriser l'auto-efficacité chez l'individu. Donc, tel que mentionné, la navigation ou le navigateur joue un rôle de conduit entre les soins de santé primaires et les soins qui sont disponibles dans la communauté. Afin d'assurer cela, notre programme de recherche établit essentiellement certaines adaptations à la pratique de soins primaires. Donc, premièrement, nous avons établi un champion dans chacune de les pratiques participantes. Le champion pourrait être un pourvoyeur de soins, mais pourrait être aussi une personne qui offre un appui administratif dans le bureau. Cette personne-là est essentiellement la personne qui peut offrir une certaine orientation aux patients, qui va promouvoir le projet, qui assure une communication entre la pratique et l'équipe de recherche. Et notamment, il y a une certaine formation au niveau de les pourvoyeurs de soins sur la prescription sociale. Donc, identifier les patients qui sont en besoin, essentiellement une approche opportuniste, engager les patients dans une autogestion de soins et évidemment faire des renvois. Donc, notamment les médecins qui vont identifier un certain besoin social chez un individu feraient un renvoi à le projet de navigation ou la navigatrice qui va ensuite travailler de près avec l'individu pour identifier des objectifs reliés à leur santé et leur bien-être, pour ensuite les aiguiller vers les services qui sont disponibles dans la communauté. Un peu plus de détails sur le navigateur ou la navigatrice. Je note que nous avions 2 articles scientifiques qui sont disponibles à cet égard. Donc, premièrement, tel que mentionné, notre formation de navigation est essentiellement faite à l'interne de l'équipe. Donc, ce n'est pas une personne qui a une désignation professionnelle, mais notamment, ils ont une acquisition d'un certain niveau de compétences de base. Donc, nous avons développé un programme éducatif à 12 compétences afin de préparer l'individu à la navigation. Et une de ces compétences, c'est notamment la pratique de l'offre active. Nous offrons aussi un certain soutien à leurs fonctions
Donc, on offre des guides, on offre des scripts afin d'aider avec les interactions. On offre aussi des outils normalisés pour la collecte de données. Donc, il y a une certaine rétention d'informations tout au long du processus d'engagement entre le navigateur, la navigatrice et le patient. Notamment, un deuxième article qui est disponible est aussi l'établissement des fonctions ou l'acquisition des compétences, le rôle de la navigation. C'est essentiellement d'établir une bonne relation avec le patient, identifier les obstacles à l'accès, les priorités, les attentes, l'état de préparation, et ensuite identifier un plan pour combler à ces obstacles. Identifier et évaluer les ressources qui sont disponibles dans la communauté, promouvoir l'auto-efficacité. Donc, ultimement, on veut aider les patients qui ont de la difficulté à accéder à des ressources communautaires, mais on veut essentiellement les rendre à un point où ils peuvent s'autogérer. Et aussi, on fait un rapport avec les fournisseurs de soins. Donc, il y a une communication constante entre la navigation et le pourvoyeur de soins. Donc, l'énoncé de problème. Je reviens un peu sur mes pas. Donc, je vous ai présenté un peu le modèle de navigation, mais le pourquoi. Essentiellement, le pourquoi, c'est que nous avions identifié par l'entremise de la littérature et ainsi que des discussions de groupe avec des membres de la communauté qu'il existe une certaine lacune au niveau des connaissances, tant chez les prestataires de soins que chez les patients. Donc, les prestataires de soins sont évidemment très occupés. Ils n'ont pas toujours le temps de voir quelles sont les ressources qui sont disponibles dans la communauté qui pourraient favoriser un état de santé et de bien-être chez leurs patients. Il y a aussi une certaine limite au niveau des connaissances de ces ressources. Donc, essentiellement, c'est de faire un genre de travail pour les prestataires de soins qui n'ont pas nécessairement le temps pour rejoindre ce besoin. Tandis que les patients, eux, une fois seuls dans la communauté, ils n'ont pas toujours les connaissances pour naviguer un système de santé qui est relativement complexe. Ainsi, les gens qui sont défavorisés, donc les gens que l'on cible, ont souvent un manque de soutien pour surmonter à certains obstacles, que ce soit des obstacles financiers, émotionnels, physiques. Il y a souvent une lacune à titre de les soutiens disponibles pour favoriser l'accès. Donc, les résultats escomptés, essentiellement, qu'est-ce qu'on espérait voir avec l'adoption du modèle ARC dans nos études, c'est que les prestataires disposeraient de meilleures ressources pour répondre aux besoins des patients, que les patients pourraient être mieux informés, responsabilisés, engagés dans l'amélioration de leurs besoins de santé, que l'accès aux ressources communautaires soit amélioré et équitable. Essentiellement, par moment, les ressources communautaires existent, mais ils peuvent être sous-utilisés par simplement un manque de connaissances. Les besoins non satisfaits en matière de santé, les inégalités sont réduits. Quand on parle d'inégalités, on parle ici d'inégalités pour les gens défavorisés, mais aussi pour les gens en position de discordance linguistique. Donc, tel que mentionné, on avait toujours un objectif de favoriser la concordance linguistique chez les francophones en Ontario. Donc, voilà un peu d'informations sur le modèle en tant que tel ou la pratique novatrice. La pratique novatrice que je viens de vous présenter a été insérée dans un programme de recherche. Moi, en tant que chercheur, j'ai été co-chercheur sur l'étude randomisée contrôlée qui a eu lieu dans les régions d'Ottawa et du Grand Sudbury. Il y avait aussi une étude de faisabilité qui a été menée avant d'incorporer l'étude randomisée contrôlée. L'étude de faisabilité avait démontré que le modèle était acceptable pour les fournisseurs ainsi que les patients, que c'était facilement intégrable dans les pratiques primaires et que c'était particulièrement apprécié dans les pratiques non interprofessionnelles. Donc, désolé Malika, ce modèle n'est pas nécessairement propice à les centres de santé communautaire car il y a déjà un certain niveau d'aiguillage à l'interne pour une approche interprofessionnelle et holistique pour appuyer les patients qui ont des besoins spéciaux. Donc ici, notre étude randomisée contrôlée, essentiellement, il y avait 326 personnes qui ont participé à l'étude. La randomisation a eu lieu à un ratio de 1 à 1, c'est-à-dire qu'un individu randomisé à le groupe intervention ARC et un individu randomisé au groupe contrôle 2 à 1. Donc le groupe contrôle était un groupe qui avait été essentiellement référé à Ontario 2 à 1, qui est un service téléphonique
où on peut appeler pour avoir un certain niveau d'information sur la disponibilité de les ressources. Tandis que le modèle ARC était beaucoup plus interactif, c'est quelque chose qui était plus holistique et qui avait évidemment un certain suivi. Donc, l'individu randomisé à l'intervention pouvait avoir multiples rencontres pendant la période d'intervention avec la navigatrice. De façon générale, le résultat général a démontré que les gens qui ont été randomisés à le bras intervention avaient beaucoup plus d'accès ou un accès significativement plus élevé à accéder à une ressource communautaire que ceux qui étaient randomisés au bras contrôle 2-1-1. De plus, le modèle a démontré que ça réduit l'écart d'accès pour les personnes ayant un faible niveau d'éducation. Donc, notamment, on voulait diminuer les inéquités sociaux et l'intervention démontre certains succès à cet égard. De plus, l'amélioration au service avec concordance linguistique était notamment beaucoup plus élevée dans le bras ARC que le bras 2-1-1, c'est-à-dire que 91% des gens, ou pas des gens, des francophones qui ont été randomisés au bras ARC ont accédé à au moins une ressource communautaire en français, comparativement à seulement 31% des gens qui ont été randomisés au groupe contrôle 2-1-1. Donc, voici le résultat général. Donc, disons, le grand résultat de notre pratique novatrice, c'est que 50,3% des gens qui ont eu accès à la navigation par l'entremise de leurs prestataires de soins ont accédé à au moins une ressource communautaire pour rejoindre à un besoin de santé, comparativement à 36% des gens qui ont été randomisés au groupe 2-1-1. Je ne rentrerai pas dans les grands détails de tous les indicateurs ici, mais en termes d'expérience des patients, nous avions notamment posé certaines questions et complété des analyses comparatives sur l'efficacité, la communication, l'expérience globale avec la navigatrice. Et sur chaque indicateur, la proportion de patients ayant répondu positivement à la réponse est beaucoup plus élevée chez les gens qui ont été randomisés à la navigation versus la navigation existante qui est disponible par l'entremise du 2-1-1. Donc, tel que mentionné, notre pratique novatrice se retrouve dans un programme. Le programme de recherche en tant que tel a vu le jour en 2015. Donc, c'est même avant le temps que je me suis joint à l'équipe où le programme ou l'intervention a été co-développé avec des partenaires communautaires. Moi, je me suis inséré avec l'étude de faisabilité en 2017. Les résultats de haut niveau que je viens tout juste de vous présenter sont les résultats de l'essai randomisé contrôlé de 2018-2019. Depuis ce temps, nous avions appliqué le modèle d'intervention ARC à de nouvelles études, notamment une étude ARC-COVID qui a eu lieu en 2020-2021. Présentement, on travaille sur des analyses de données secondaires que nous avions acquéries avec l'étude randomisée contrôlée sur l'accès à l'impact de ARC sur les hospitalisations et l'utilisation des services d'urgence. Donc, on va sortir bientôt avec de nouveaux résultats là-dessus. Et plus récemment, l'équipe a commencé une collaboration avec le programme 2-1 pour voir s'il y a certains apprentissages que l'on peut retenir du projet ou la pratique novatrice ARC qui peut être inséré dans le modèle 2-1 qui existe déjà, qui est très bien, qui a certaines innovations technologiques et qui est peut-être plus faisable en termes d'aspect financier parce qu'il y a quand même un coût associé à l'intégration de la navigation dans les pratiques de soins primaires. Donc, on tente de voir s'il y a certaines collaborations qui peuvent avoir lieu avec les services 2-1, le service téléphonique et l'intégration de ce que nous avions appris avec l'intervention ARC. Donc, notamment, on a plusieurs partenaires, tel que mentionné, ça a été un projet pan-provinciaux, donc il y a plusieurs partenaires académiques dans différentes institutions qui ont participé au projet. On a reçu du financement de sources variées, notamment les IRSC, Inspire PHC, aussi que l'unité de soutien de recherche axée sur les patients. Je vous encouragerais de visiter notre site web. Il y a un site web assez complet sur le programme de recherche qui donne différents sommaires de l'étude, des différentes étapes dans le projet.
Je vous donne aussi accès au courriel de la chercheuse principale, Simone Larouche, ainsi que mon adresse électronique s'il y a des questions reliées au projet. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Alain. Et encore une fois, merci Melika et merci Brooke donc, pour ces présentations. La parole est à notre cher public. Donc, vous avez la possibilité soit de poser des questions donc, dans le chat, soit de lever la main et on ouvrira donc votre micro pour vous permettre donc de poser votre question. Auparavant, en attendant peut-être donc qu'il y ait plus de questions. Donc, le public, on en a quelques-unes de notre côté. Alors, j'ai une question pour Brooke, si elle m'entend. Oui, Parfait, parfait, merci beaucoup. Donc le partenariat avec l'Université de Saint-Boniface et avec Santé en France et Manitoba donc, a permis la mise en œuvre de l'initiative qui a été présentée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle de chaque partenaire? oui. L'Université de Saint-Boniface soutient cette initiative à l'intégrer à son programme d'études et fournit un employé de USB comme soutien supplémentaire aux étudiants pendant la journée. Et ils fournissent des remarques et on collabore pendant les premières étapes de planification. Southern Health Santé Sud, avec nos petits programmes, recrutement et rotation, l'équipe de service en français, puis les gestionnaires des sites, on planifie, on organise, on accueille les étudiants et la journée pour cette journée. Santé en français soutient cette initiative et collabore avec Southern Health Santé Sud. Les deux organisations travaillent en étroite collaboration sur de nombreuses initiatives et programmes divers. Et cette année, nous avons aussi eu la chance de travailler avec Shared Health Soins communs sur une vidéo visant à promouvoir cette initiative et recrutement bilingue au Manitoba. Merci beaucoup. Alors, nous avons Madame Cécile Paquette qui vient de lever la main. Donc, Cécile, vous pouvez prendre la parole. Votre micro est activé. Oui, merci. Voici ma question. Il y a deux volets. D'abord, je trouve c'est au sujet de la fiche 28. J'ai trouvé toutes les fiches très intéressantes. Alors, question au sujet de la fiche 28. Euh, un, quel type de clientèle surtout est-ce que vous desservez? Et deux, comment mieux faire connaître le navigateur selon le modèle A? Et est-ce que vous avez des connexions avec Santé Ontario Archipel qui dessert, qui a comme membres 70 organismes de santé différents? Alors, est-ce qu'il y aurait lieu de faire connaître avec l'équipe Archipel par leur entremise? Et aussi, quel type de clientèle surtout est-ce que vous desservez? OK. Donc, merci Cécile pour les questions. Je vais tenter de me reprendre en ordre. Donc, type de clientèle que nous desservons, notamment, c'est une approche avec un modèle sur les déterminants sociaux de la santé. Donc, on tente de cibler non des gens qui sont médicalement instables. Donc, ce n'est pas des gens qui ont notamment des maladies chroniques. C'est plutôt des gens qui sont médicalement stables, mais qui sont défavorisés sur un plan socio-économique. Donc, on cherche notamment à cibler des gens à faible revenu, des gens qui sont moins éduqués. Donc, ça serait plutôt la population cible en termes de le modèle de prescription sociale. En termes de la collaboration avec Archipel Ontario Santé, personnellement, moi, je suis un peu le lead dans la région du Nord. Donc, il y a les équipes d'Ontario Santé qui peuvent se retrouver dans la région de Sudbury, tandis que Simone était le lead dans la région Ottawa. Et si je ne me trompe pas, Archipel est basé dans l'Est ontarien. Donc, je sais qu'il y a eu des présentations pour avoir un échange de connaissances auprès de les équipes Santé Ontario. Je ne sais pas si on a eu du progrès à cet égard. Je sais que chez nous, certaines équipes de santé familiale ont adopté le modèle de navigation et ils ont embauché
des navigateurs, des navigatrices pour travailler au sein de leur cabinet. Donc, ça, c'est un gain. Mais évidemment, un des grands défis avec cela, c'est une ressource humaine additionnelle auprès de l'équipe. Donc, c'est un défi. Il y a un défi financier là. Moi, je serais très, très voulant de passer le message à la docteure Darouge que peut-être un besoin de communiquer les résultats avec Archipel si ça n'a pas déjà été fait. Il y avait une deuxième question, je ne sais pas si je l'ai abordée ou si j'ai passé tout droit. Oui, merci beaucoup pour la réponse. Et en vous écoutant, m'est venu à l'esprit, au lieu de limiter, puisque vous êtes dans le nord de l'Ontario, à Santé Archipel, euh, il y a des gens qui ont fait des présentations à toutes les équipes Santé Ontario. Alors, je ne sais pas, à ce moment-là, probablement que la communication devrait se faire à un assez haut niveau, là, peut-être à Oui. Santé Ontario, qui gère Je les équipes Santé Ontario. Oui, je peux Alors, vous ce dire qu'il serait y a eu des probablement... présentations. Il y a eu de Pardon? l'interministère. Donc, il y a eu de l'interministère avec le projet de prescription sociale. Il y a eu des présentations qui ont été faites au niveau du ministère. Je ne sais pas si ça a pris de l'avance plus que ça, mais c'est certainement un bon conseil. Il y a aussi, si vous permettez, dans les prescriptions sociales, il y a les centres de vie active pour personnes aînées. À OK. Ottawa, ils se sont regroupés, ils ont rencontré des gens de soins primaires pour qu'ils fassent de la prescription sociale vers eux. Alors ça, c'est dans une ligne semblable, là. Alors, Oui. merci bien. Merci, Cécile. Merci Alain pour ces réponses. Alors, tant que tu es encore avec nous là, j'ai une question de Madame Solange Van Kemenade, donc, qui est, rappelons-nous, donc, dans l'équipe à l'origine du répertoire. Donc, quels sont les facteurs qui empêcheraient les prestataires de soins de faire appel à la prescription sociale? Mhm. Euh, Bien, je pense en termes de connaissances, les prestataires de soins ont les connaissances, ils ont une appréciation pour les déterminants sociaux de la santé, je pense qu'ils ont une appréciation pour l'importance de la prescription sociale. C'est pas une question d'acceptation de l'approche, c'est probablement une limite en termes de temps pour faire une prescription spécialisée. Donc, par exemple, si quelqu'un rencontre un patient, puis on dit, OK, on veut vous recommander un programme de sévrage de tabac. Je ne sais pas si le prestataire de soins aurait les connaissances ni le temps pour trouver spécifiquement où est-ce que le programme se retrouve. Est-ce qu'il y a des coûts associés à cela? Est-ce qu'il est offert en anglais tant qu'en français? Donc, on peut dire, on peut faire de la prescription sociale et dire, je te recommande un programme de sévrage de tabac. Mais je dirais le défi pour les prestataires de soins, c'est donner de la spécificité pour faire suivre ce programme et engager le patient à poursuivre la ressource communautaire. Et c'est là où le rôle de la navigation était tellement important. Merci Alain. Alors, une question pour Malika, vous me permettez. Donc, Malika, l'outil Accès centralisé a facilité la tâche aux utilisateurs dans l'accès aux services et aussi à votre organisation. Est-ce qu'il y a des améliorations qui sont possibles pour cette plateforme? Absolument, oui. Alors, effectivement, donc nous, on a lancé ce projet on a eu un financement de la SSF, donc c'était un financement unique pour faciliter la navigation des clients et l'accès aux services. Et on a essayé d'apporter des améliorations en fonction des besoins, puis au fil du temps. Donc je pense qu'absolument, cette plateforme, on peut faire beaucoup de choses finalement quand on a un outil comme celui-là. Après, ça va dépendre des besoins des services, ça va dépendre de nous, de nos besoins aussi. Donc on a lancé ce produit, on l'a amélioré, la plateforme 2 fois, dans sa forme, dans les questions qu'on a mis sur le formulaire. On a adapté en fonction des feedbacks finalement des employés, des utilisateurs externes et aussi des clients
qu'on a sondé régulièrement. Donc oui, définitivement, je pense que c'est un produit qui évolue dans son besoin, selon les besoins en fait des utilisateurs. Et c'est aussi pour nous, oui, on pourrait la faire évoluer. Si on avait un financement par exemple, oui, peut-être on la ferait évoluer pour optimiser un certain nombre d'informations qu'on a, qui arriveraient peut-être d'une certaine façon. On a pensé le projet au départ avec le besoin qu'on avait il y a 3 ans et effectivement, je pense qu'on pourrait avoir des données plus précises, plus exactes, croiser des informations, chose que la plateforme ne fait pas. On le fait grâce à notre IT, par exemple, quand on a besoin, d'identifier un certain nombre de données ou de comprendre certaines situations. Donc il va extraire les données, puis il va croiser les données selon ce qu'on a. Mais oui, définitivement, je pense que cette plateforme-là, elle peut évoluer et on peut la faire évoluer en fonction des besoins. Après, je sais pas, la question n'est pas précise, je sais pas s'il y a un domaine particulier. Je sais pas si je réponds bien à la question. Non, non, c'est assez complet. En fait, moi, je serais curieux et je pense que dans le public, il y a pas mal de gens qui vont se poser cette question. Par rapport au retour des utilisatrices et des utilisateurs, donc, et des intervenants, est-ce que vous avez eu donc des échos de ce côté-là? Absolument. Alors, au départ, en fait, il y a eu, des sondages qui sont partis à la fois pour les employés, donc il y a eu tout un travail déjà de communication autour de ça, de la plateforme qu'on a lancée. Il fallait déjà embarquer tous les employés avec nous là-dedans. C'était pas facile, donc il a fallu que les gens l'utilisent, qu'on communique bien là-dessus, et puis il y a eu le formulaire. Donc il y a la plateforme que nous on utilise quand on est formé dessus, le formulaire qui est pour les clients, mais qui est aussi utilisable pour les partenaires et les employés. Donc on va parler surtout du formulaire. Il est pas aujourd'hui comme il était au début et il y avait plus de pages. Donc là, on a 3 pages à passer, puis c'est assez, beaucoup plus fluide, c'est plus facile. Mais oui, il y avait, des contraintes peut-être, ne serait-ce que de bugs, parfois. Il y avait, des contraintes, de beaucoup d'informations qui sont demandées. Donc on a essayé de réduire, autant qu'on a pu, le nombre d'informations. On a essayé d'apporter en fonction des retours qu'on avait, des améliorations. Par exemple, pour les employés, au départ, on avait lancé le même formulaire avec toutes les informations, mais c'était trop. Donc on a choisi 10 questions pertinentes. Voilà, le nom, prénom, voilà des choses simples, ce qui était normal, mais qu'on n'a pas anticipé au départ. Donc c'est vraiment tout un travail qui est vraiment intéressant d'ajustement, de sondage de tous les utilisateurs et d'ajustement en fonction de nos capacités aussi. Ça a demandé quelques petits financements ici et là parfois pour faire des améliorations. Mais voilà, si on avait les moyens, je pense que oui, on porterait le projet un peu plus loin. Mais déjà, ça fonctionne très, très bien comme on est là. On a réussi à apporter les améliorations nécessaires. Voilà. Merci beaucoup, Malika. Alors, je vais revenir à Merci. Brooke. Il y a une question de Madame Hélène Archambault. Donc, avez-vous fait des démarches pour initier les étudiants de l'école du travail social et ceux de la concentration de counseling de la faculté d'éducation et des études professionnelles afin de leur faire connaître les possibilités d'œuvrer dans votre région à titre de travailleurs sociaux ou de conseillers ou conseillères en counseling? La question est un peu Sure. longue. I can translate, Brooke, just to make sure. So, have you made any steps to initiate students from the School of Social Work and those from the counseling concentration from the Faculty of Education and those from the professional studies for them to know the possibilities of working in the regions as social workers or counselors? Okay, je vais répondre en anglais. It'll be easier for me to get my answer across. Our recruitment team works very closely with all of the universities in Manitoba at career fairs and making sure we're, representing our region all across the region or all across the universities. We had a lot more interest in the second Tournée Région that was open to all of the students within a healthcare studies program. So we are hoping to have a third Tournée Région at some point. That would include anyone that had, initiated interest in the tournée. So that could include social workers, given that we were able to participate at a recruitment event with them. Est-ce qu'il y a un besoin de retraduire la réponse de Brooke en français, peut-être?
ou pour ceux qui écoutent, je vais essayer. Brooke, tu me diras si j'ai manqué des points. Donc, en gros, Brooke explique qu'ils ont une bonne collaboration avec les universités et collèges au Manitoba et qu'en fait, la deuxième tournée, comme elle a présenté tout à l'heure, qui avait inclus plus de programmes, avait suscité beaucoup d'intérêt. Donc, ils souhaitent justement faire une troisième tournée là, qui pourrait inclure des étudiants d'un plus grand nombre de programmes. Est-ce que c'est bien traduit, Brooke? Est-ce que c'est ce que Oui, tu me disais? OK. merci. Voilà. Merci José pour la traduction, merci Beau pour la réponse. Alors, tant que Brooke donc, est là, donc je vais rebondir là-dessus. Alors, Brooke, est-ce qu'il y a un suivi des étudiants et étudiantes qui ont participé à la tournée et qui sont retenus une fois diplômés? Je pense que j'ai touché sur... Yeah, I'm not muted. Je pense que j'ai touché sur ça un peu pendant ma présentation, mais on a vu qu'on avait des étudiants qui ont appliqué pour des postes d'été avec nos sites. So oui, on a vu des applications qui ont venu de les étudiants qui ont participé. Does that answer the question? Oui, tout à fait. Merci Merci. beaucoup. Alors, je vais voir donc s'il y a encore des questions parmi le public. Pour l'instant, pas encore. Ça me permet d'aller de l'avant avec mes questions. Alain, je reviens vers toi. Alors, on a parlé donc du navigateur donc en long et en large, mais une question toute simple me vient à l'esprit, c'est quelles sont les qualités d'un bon navigateur, d'un bon outil? Oui, donc, ouais, j'apprécie beaucoup la question. Donc, notamment, l'article qu'on a co-rédigé sur la navigation a été co-rédigé avec les navigatrices qui ont participé au projet. Je pense vraiment, une des qualités serait de l'empathie. Donc, que la navigation soit une personne qui est toujours à l'écoute de les patients. C'est une personne qui est là aussi, qui a un certain rôle de motivation. Donc, une des compétences, c'est on les forme dans le concept des entretiens par motivation, donc motivational interviewing. Donc, c'est une personne vraiment qui est à l'écoute, qui est empathique, mais qui est aussi là pour tenter de faciliter l'auto-efficacité chez l'individu. Donc, je dirais que ça serait les 3 points saillants les qualités à retenir pour une bonne navigation. Merci Alain. Alors, une autre question toujours par rapport au navigateur. Quelles sont les principales difficultés donc, qui ont été rencontrées en cours de route pour le mettre en place? Euh, Mettre en place la navigation. Oui, Pour dire la vérité, ça a été extrêmement difficile de communiquer avec les cabinets des médecins. On a pris beaucoup, beaucoup de travail pour rentrer en communication avec les cabinets. Donc, je dirais que, je ne sais pas, notre taux de réponse est peut-être environ à 10 je n'ai rien à cacher là-dessus. On a communiqué avec, je dirais, une quarantaine de cabinets localement, dont peut-être 5-6 nous ont répondu et ensuite 4 ont participé avec les médecins qui étaient disponibles dans leur cabinet. Donc, s'insérer dans le cabinet de médecins et tenter de leur présenter, avoir le temps de présenter le projet pour, disons, les convaincre, d'avoir une ouverture d'esprit à la navigation et les bienfaits était un des plus grands défis. Mais je pense une fois qu'on offre les résultats, on voit quels sont les succès que peut apporter une navigation et c'est vraiment, ça a été un produit gratuit parce que c'est nous qui ont essentiellement financé les navigatrices qui ont ensuite été insérées dans les cabinets des médecins. Ça leur apporte des bienfaits. Mais je dirais le plus grand défi, c'était vraiment de rentrer dans les cabinets de médecins pour leur présenter l'opportunité d'avoir accès à un projet de navigation. donc on peut dire que c'est une pratique que l'on souhaiterait voir s'établir ailleurs, mais est-ce que tu penses que ça peut se faire de manière plus fluide ailleurs qu'en Ontario? Ou bien est-ce que les difficultés seraient plus ou moins les mêmes? Je pense que les difficultés seraient les mêmes, mais je pense qu'on évolue aussi parce que même, je dois retourner un peu dans le temps, mais quand on arrivait avec le concept de navigation, le modèle de prescription sociale, presque en même temps,
il y avait des programmes de diplômes collégiaux qui étaient en cours de développement pour des services de navigation. Donc, nous, ici au Collège Cambrien à Sudbury, il y a un programme de navigation pour la navigation du système de santé avec spécialisation autochtone. Donc, il y a d'autres programmes de navigation qui se développent sur un contexte formalisé. Donc, je pense vraiment c'est quelque chose qui est en toute évolution et je pense que l'acceptation de la navigation au sein des cabinets de médecins va évoluer. Puis je ne pense pas que c'est quelque chose qui est nécessairement spécifique à notre région, qui serait différent dans d'autres régions. Merci beaucoup, Alain. Alors, je vois que Madame Cécile Paquette a à nouveau levé la main. Cécile, vous avez la parole. Oui, merci. Question pour vous, Monsieur Gauthier. Vous dites que vous êtes dans le Nord. Est-ce que les données que vous avez pour les services communautaires sont surtout du Nord ou si vous avez des données à travers la province? Vous avez dit que je crois que c'est vous qui avez dit que vous avez fait le projet avec Ottawa et Sudbury, c'est ça, hein? Oui, vraiment, les données sont partagées entre les deux régions, mais la représentation est plus forte dans la région de l'Est. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je dirais peut-être un quart de les données proviennent de la région du Grand Sudbury, le trois quarts de la région d'Ottawa. Le profil démographique de les deux régions se ressemble sur certains indicateurs, mais sur d'autres sont très différents. Donc, dans le Nord, la population autochtone est beaucoup plus élevée. Certains indicateurs sociaux sont très différents en termes de les taux d'éducation, mais il y a des ressemblances en termes du niveau des nouveaux arrivants, il y a des ressemblances sur le profil linguistique. Donc, à Sudbury, on est quand même 25 à 30 francophones, qui peut surprendre à des gens. Donc, les gens ne pensent pas toujours à la francophonie quand ils pensent à Sudbury. Tandis qu'à Ottawa, je pense qu'il y avait comme, c'est plus près du 15 francophone. Donc, il y a des indicateurs qui se ressemblent, mais il y en a aussi qui se diffèrent. Et je dirais que non, la majorité des données sont plus de l'Est ontarien. D'accord. Sous question, est-ce que vous avez les données pour le groupe personnes aînées des centres de vie active pour personnes aînées? Est-ce que vous avez ces données-là? Sinon, je pourrais vous donner une référence C'est globale. une très bonne Pardon? question parce qu'on a présenté à un moment donné à les centres de santé communautaires et on avait quelqu'un qui voulait collaborer avec nous, qui avait accès à tous les données des centres de santé en Ontario. Donc, non. Pour répondre à ta question, non, je n'ai pas accès à les données dont tu réfères. Oui. Oui, il y a les centres de santé communautaire, mais aussi les centres de vie active pour OK, personnes aînées. Les OK, je centres suis de pas vie familier. active. Alors, la référence que je pourrais vous donner, c'est d'aller sur le site de Farfo en Ontario et vous avez là les Farfo régionales qui ont une liste de clubs et de centres de vie active pour personnes aînées. OK, merci. Je suis familier avec Oui. le Farfo, là, que vous avez mentionné le Farfo. On a déjà D'accord. fait des présentations localement, oui. Très bien. Merci. Merci Cécile pour ces précisions. Merci Alain pour la réponse. Alors, Brooke et Malika, on revient vers vous. Une question à vous deux. Alors, est-ce que la difficulté de rejoindre des partenaires et de les engager dans le projet est un défi principal pour tous et toutes? Pour le tournoi région bilingue, non, je pense pas que c'est difficile. À l'Université de Saint-Boniface, Santé en français, on collabore bien avec eux autres. Ils ont, they're enthusiastic avec l'initiative. So, pas pour nous autres, pas avec tournée en français, tournée à région bilingue. Merci Brooke. Malika? Oui, merci pour la question. Je crois pas non plus que ce soit un défi. Nous, quand on a lancé, c'est vrai qu'on avait fait des webinaires en français, en anglais pour nos partenaires. Il y avait de la curiosité, il y avait de l'engouement, il y avait, une certaine disponibilité des partenaires. On a essayé de communiquer un peu régulièrement lorsqu'on a sorti le nouveau formulaire auprès de nos partenaires pour qu'ils les partagent avec leurs clients et cetera. On a des références, on peut identifier de nos partenaires, de l'extérieur et puis après aussi, on a mis en place dans nos ententes de partenariat le fait de référer directement sur l'accueil centralisé, pour optimiser, voilà, le travail, et je pense que
ça fonctionne bien et je pense qu'il y a une bonne volonté aussi de la part des partenaires. Je pense que de notre côté, on peut, mieux travailler dans ce partenariat, et voir comment alors aujourd'hui, ils peuvent nous référer. Est-ce que nous, on pourrait pas aussi référer, les clients qu'on peut pas servir? Ce serait aussi l'idée d'essayer de collaborer davantage, en fait, et d'avoir une plateforme qui vraiment sert nos clients, jusqu'au bout, même à l'extérieur, ce serait un peu l'idée. Donc, on a un peu ça dans la tête, mais je trouve que non, il y a pas de réticence et il y a pas eu de défi, notable. Merci Malika, merci beaucoup, merci Alain. Je pense que nous arrivons donc à la fin donc, de cette séance. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez quand même trouver sur nos médias sociaux, donc rester à l'écoute des partages de certaines autres pratiques donc du répertoire. Et sinon, vous pouvez consulter donc le répertoire dans son entier. Je vous mets l'adresse donc dans le chat. Donc là, vous pouvez cliquer dessus et vous aurez donc l'ensemble donc des pratiques. Et je vous invite donc à nous rejoindre pour une prochaine session